Bonjour mes amis, je fais aujourd'hui une capsule pour compléter la capsule que j'ai faite hier où j'expliquais que selon moi bien entendu, il vaut mieux un grand effondrement général maintenant pour que nous puissions rebondir dans notre société française. Il vaut mieux cet effondrement plutôt que des réparations à coups de rustine qui repoussent éternellement un moment qui viendra. Et plus nous le repousserons, plus il sera douloureux. Et j'ai dit hier que de mon point de vue, ce qui explique qu'il y aura un renversement brutal, une transformation brutale de notre société, s'explique d'abord par les changements dans la base technologique même de notre société, c'est-à-dire que notamment la numérisation, Internet, les techniques collaboratives que les réseaux sociaux par exemple permettent, eh bien tout cela modifie fondamentalement notre façon de fonctionner, la façon que notre société a de se construire, de décider. Et ces transformations fondamentales, elles doivent d'une façon ou d'une autre, traduire par des transformations fondamentales dans l'organisation même de la société. Et pour l'instant, la caste au pouvoir fait tout pour retarder ces transformations brutales. Elle parle beaucoup de ces transformations, mais elle fait tout pour, au fond, les maintenir sous le boisseau et éviter de perdre le pouvoir dans une nouvelle société construite autrement. Et donc moi, ma position, c'est qu'il faut au contraire pousser à ces transformations brutales, les accélérer, et je vais aujourd'hui vous dire que de mon point de vue, la meilleure façon d'y arriver, c'est de favoriser l'arrivée à Matignon d'un Premier ministre trotskiste, alors trotskiste ou proxy du trotskisme, par exemple Lucie Castet, ce serait un très bon exemple. Je vais vous dire pourquoi je pense que Lucie Castet est une excellente première ministre pour favoriser la décomposition accélérée de notre société et permettre l'avènement d'un nouveau monde. Alors je vais d'ailleurs essayer de vous dire quel scénario je préconise, si j'ose dire, en disant tout de suite, ce ne sont pas des prédictions. Hein. Moi, hier, j'ai fait cette vidéo sur la nécessité de favoriser, en gros, la décomposition, la nécrose de notre société. Des gens m'ont dit, ah ben, Dieu puisse vous entendre, en gros, on va voir si vos prédictions se réalisent. Je suis frappé de voir que quand on dit aux gens, faisons tomber le système, ils disent, ah ben c'est le bon Dieu qui va le faire à notre place, on va prier la Vierge. J'ai souvent ça des commentaires, on va prier la Vierge. Et là, je le redis, moi je respecte les catholiques, mais enfin, si le catholicisme c'est un refuge ou un prétexte pour se mettre en retrait de la société, Jésus n'a jamais préconisé ça, hein, on le redit, mais si prier c'est une façon de ne pas agir ou de justifier son impuissance ou son avachissement, sa flemme de changer le monde, ben voilà, on a la démonstration que c'est pas comme ça qu'on va changer la société et qu'au fond, les Français qui pensent qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils suivent à longueur de journée des chaînes de réinformation où on leur prétendue réinformation, qui sont en fait des chaînes financées par Macron en sous-main, où on leur dit vous ne pouvez rien tellement c'est le diable qui agit et vous ne pouvez rien contre le diable. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prier la Vierge et prier Dieu pour échapper au pire. Voilà, démonstration est faite que Macron utilise des tas de techniques d'infiltration pour convaincre les gens qu'ils ne sont plus rien, qu'ils ne sont plus des citoyens et qu'au fond, il les avachit. Macron adore avachir les prétendus résistants en les convainquant qu'à part gueuler en disant c'est un salaud, on ne peut rien faire. Donc moi, je ne suis pas en train de faire des prédictions, je suis en train de vous dire, vous êtes tous des citoyens responsables et si vous ne faites pas votre boulot, vous êtes en tort. Si vous passez vos journées à dire Macron est un salaud, mais on ne peut rien contre lui, vous êtes en faute. Voilà. Et arrêtez de donner des leçons à tout le monde. Les premiers nuls, les premiers ratés, les premiers traîtres, les premiers de l'opposition contrôlée, c'est vous. C'est vous qui dites on ne peut rien faire contre Macron, c'est un salaud, on ne l'aime pas, mais on ne peut rien faire contre lui, et puis ils sont trop puissants pour nous. Ça, c'est l'opposition contrôlée, et vous ne vous rendez même pas compte que Macron utilise la haine que vous nourrissez contre lui pour vous immobiliser, pour vous neutraliser. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis nous sommes des citoyens. Macron, c'est notre égal, c'est un humain comme nous. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais il
pisse et il chie comme nous, hein. Et donc il n'y a aucune raison qu'il soit plus puissant que nous ou imbattable par rapport à nous. Moi je crois à l'égalité profonde, et je ne suis pas d'accord avec cette mentalité d'avachi, d'assisté, qui consiste à croire que nous sommes des esclaves, c'est bien malheureux, c'est dégueulasse, mais on ne peut rien contre les maîtres. Moi je ne suis pas un esclave, je suis un être libre, je n'ai pas de maître, et je ne suis pas favorable à une vision de la société française où il y a les petits qui peuvent rien et qui sont là pour macérer dans leur ressentiment tous les jours en disant de toute façon on ne peut rien faire. Moi je crois que nous pouvons tous agir, simplement il faut avoir conscience de la réalité. Il faut arrêter de se mettre de la merde sur les yeux en écoutant tout un tas de conneries sur ces Rothschild qui dirigent la planète et nous ne pouvons rien contre eux. C'est pas comme ça que ça se joue. La société, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Ça ne veut pas dire que Rothschild n'a pas un rôle particulier, mais ça veut dire qu'il n'est certainement pas l'homme tout-puissant. Je ferai une vidéo, une capsule sur Rothschild, comme je vais faire une capsule sur Soros. Mais surtout, et dans tous les cas, nous sommes les égaux de Rothschild. Nous ne sommes pas des esclaves, ils ne sont pas nos maîtres. Nous vivons dans une société où nous sommes tous des êtres humains libres et responsables. Et si vous avez par flemme, par avachissement, renoncé à exercer vos responsabilités parce que c'est plus facile de gueuler contre les méchants en restant dans son fauteuil plutôt que de dire je vais agir, c'est votre problème. Mais nous devons avoir conscience de la réalité sans se mentir, et nous devons avoir la volonté de changer les choses en étant prêts à des sacrifices. Libre à vous de ne pas avoir envie de faire ces sacrifices parce que vous êtes des avachis. Vous vous la racontez en disant je suis un résistant, mais vous êtes des avachis. Voilà. Mais libre à vous d'abandonner vos responsabilités. Moi je ne le fais pas. Je ne fais pas des prédictions, je fais des propositions. Et dans mes propositions, la proposition majeure que je fais, c'est que Emmanuel Macron, pour accélérer la décomposition de notre société, nomme Lucie Castet comme première ministre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord parce que, première étape, Lucie Castet, ça va durer 3 semaines, 1 mois. Cette fille est une fonctionnaire, une haut fonctionnaire. Ceux qui visiblement l'ont connue n'ont pas été impressionnés par son charisme débordant, et tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est dans la matrice, si vous voulez, dans les gens qui vous disent de toute façon on ne peut rien changer, la solution c'est plus de services publics, plus d'impôts, plus de moyens, plus de mutualisation. Il faut toujours castrer un peu plus les initiatives individuelles et toujours un peu plus étendre le pouvoir de la bureaucratie. Et je le redis, j'ai plein de commentaires de gens qui disent « Ah, vous êtes ultralibéral ». Ben oui, je suis ultralibéral. Au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire que je pense que l'avenir de la société, c'est pas toujours plus de règles, plus d'administration, plus de bureaucratie, plus d'impôts et de moins en moins de liberté, de moins en moins de liberté de choix. Moi, j'ai combattu le vaccin, j'ai combattu le pass sanitaire au nom de la liberté. J'ai pas fait tout ce combat, et je me suis pas retrouvé marginalisé dans la société pour m'entendre, pour aujourd'hui dire « Ah, qu'est-ce que c'est bien d'être soumis à la bureaucratie ». Moi, je pense que il n'y aurait pas eu de Covid, il n'y aurait pas eu de gestion du Covid, il n'y aurait pas eu de passe sanitaire s'il n'y avait pas une bureaucratie aussi puissante en France. Et donc c'est pas aujourd'hui pour la défendre que je me suis battu contre le passe sanitaire. Je me suis battu contre le passe sanitaire pour lutter contre la bureaucratie, parce que la bureaucratie a imposé le passe sanitaire. Et quand je vois des cons qui m'expliquent aujourd'hui « Ah ben donc vous êtes un traître », ben non, le traître c'est toi parce que tu étais contre le passe sanitaire il y a 3 ans, mais aujourd'hui tu défends ceux qui ont imposé le passe sanitaire. T'as pas un problème mon gars, voilà. Donc je le redis, la lutte contre le pass sanitaire ne peut pas être de gauche, elle est fondamentalement de droite. Et si des gens aujourd'hui expliquent que le pass sanitaire, ça impose plus de solidarité, plus d'hôpitaux publics, plus de bureaucratie, plus d'impôts, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous êtes en train de défendre les causes qui vous ont mis en état d'esclavage il y a 3 ans, et vous n'avez rien compris au film, les mecs. Voilà. Et nous n'aurions pas eu le pass sanitaire, je le redis, si nous avions un État qui ne se mêlait pas de tout. Voilà. Il y a eu un pass sanitaire parce que nous avons un État qui se mêle de tout, parce que nous avons un État qui nous fiche de la naissance à la mort grâce à un système d'oppression qui s'appelle la sécurité sociale, qui est un monopole d'État qui permet de tout savoir sur nos vies. Et le drame, c'est que si la sécurité sociale, votre chère sécurité sociale, décide demain que vous n'avez plus aucun droit parce que vous n'êtes pas vacciné à l'ARN messager contre tout ce qui va passer, eh bien vous serez le bec dans l'eau. Et ce sera bien fait pour vous parce que vous défendez les instruments de l'oppression que vous critiquez. Voilà, cet avachissement, vous le sentez bien, ça me met hors de moi. Bon, bref,
Une Lucie Castet, c'est l'espèce d'incarnation de ce que je lis, c'est-à-dire il faut protéger les gens, nous sommes des petites choses, nous sommes des petits esclaves qu'il faut protéger, il faut aimer les esclaves. Et donc on va mettre des impôts partout, on va d'une façon ou d'une autre mettre des fonctionnaires partout, mettre des règles partout, et il faut beaucoup d'argent pour ça. Voilà. D'ailleurs Lucie Castet a déclaré un jour, il faut commencer par augmenter les budgets, après on réfléchira sur l'usage qu'on en fait. Voilà, fin de l'histoire. Et cette logique-là, elle est nécessaire pour décomposer définitivement notre régime. Pourquoi ? Parce que, je le redis, il y a une inquisition fiscale, une terreur fiscale qui existe en France. La France est un enfer fiscal pour tous les gens libres. Tous ceux qui disent « moi j'en ai marre d'être salarié » parce que je le lis aussi dans les commentaires, je vois plein de feignants qui me disent « mais monsieur, vous savez pas ce que c'est que le travail, 35 heures par semaine jusqu'à 62 ans, c'est abrutissant, on en sort cassé. » Eh ben, tu fais comme moi, tu crées ta boîte, voilà, tu lances ton entreprise. Si tu n'en es pas capable, t'arrêtes de pleurer. C'est que tu choisis ton sort. Voilà. Et tous les gens qui à un moment donné disent « moi j'ai pas envie de vivre comme un esclave », je suis d'accord avec ceux qui me disent « mais monsieur, l'emploi dans le privé c'est de l'esclavage, on est mal payé, maltraité, c'est épuisant, on en sort cassé ». Eh bien créez votre boîte, faites comme moi. Voilà. Faites comme moi, créez votre boîte. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tous ceux qui disent « ah bah l'esclavage » sont aussi les premiers à dire « il faut matraquer fiscalement ceux qui font le choix de se libérer ». Et ça, on va le voir, ça va épuiser les forces de ce pays. Redisons-le, l'essentiel de l'emploi en France, il est créé par les petites entreprises, par les moins de 20 salariés. Et on sait déjà que le passage au premier salarié en France, il est problématique. Il y a énormément d'entreprises qui se créent et qui attendent 3 ans pour créer leur premier emploi et qui généralement n'en créent pas un deuxième. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas créé d'emploi, on ne sait pas quel enfer c'est. L'enfer, c'est la paperasse administrative pour créer un emploi, le temps qu'il faut passer à gérer administrativement l'emploi, l'enfer social que ça représente, l'enfer managérial, puisque tout le monde le sait, les salariés étant des exploités, ils ont des droits et pas d'obligations, et dès qu'on leur dit écoute, il faut quand même un peu bosser en échange du salaire, on fait du harcèlement moral et on est un salaud exploiteur. Donc, plus aucun patron ne veut recruter. Les patrons, comme moi, recrutent le moins possible. Et le sujet, c'est que dans une entreprise, le salarié est beaucoup mieux traité que le patron. Pourquoi ? Parce que le salarié, il a 35 heures par semaine, il a ses congés payés, et il a sa paye assurée, avec ses droits sociaux, etc. Le patron, lui, n'a rien. Je reprends l'exemple du boulanger du coin, qui exploite sa boulangerie en société par action simplifiée. Et si vous voulez, un jour, je ferai des vidéos pour expliquer pourquoi il y a toutes ces logiques, notamment pourquoi il y a, à un moment donné, si vous voulez protéger votre patrimoine personnel en cas de faillite, vous créez une société par action simplifiée au lieu de créer une SARL. Mais si le boulanger du coin, votre boulanger du coin, qui a 1 ou 2 salariés, 3 salariés peut-être, s'il fait un bénéfice de 100 000 € en fin d'année, et qu'il veut se le verser en dividende, eh bien c'est très simple. Ces 100 000 €, ils commencent par être soumis à 25% de prélèvement sur l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez 100 000 €, vous passez à 75 000 €. Et le gars dit, moi je vais me verser 75 000 € de dividendes. Je prends ces chiffres à la louche pour simplifier le calcul. 75 000 € de dividendes, il se le verse, il a 30% d'impôt dessus, c'est-à-dire globalement encore 25 000 € à payer. Donc on passe de 100 000 € à 50 000 € de rémunération. Et ça, c'est sans compter, je ne parle même pas des salaires qui sont encore plus taxés. Autrement dit, aujourd'hui, un petit patron, votre boulanger du coin, il est taxé à 50%. Et jamais aucun salarié n'accepterait d'être racketté à ce point. Aucun. Quand je vois des salariés qui payent 10-15% de leur revenu annuel en impôts et qui disent c'est beaucoup, eh bien, ils n'accepteraient jamais en disant tu as gagné cette année 40 000 € et tu vas payer 20 000 € d'impôts. Aucun salarié n'accepterait de payer autant d'impôts. Eh bien les patrons, eux, ils y sont soumis. Et vous avez des trotskistes comme Lucie Castet qui vous disent il faut leur faire payer plus. On va leur apprendre à être libre. On va leur dire deviens salarié, tu vas voir, c'est beaucoup mieux mon gars.
Et donc, on va tuer l'emploi et on va faire partir tous ceux qui, comme moi, se disent « mais moi, j'ai pas envie de redevenir salarié ». Tous ceux qui, comme moi, se disent « mais attends, moi, j'ai bossé, je fais des semaines de 100 heures, je fais, quand j'ai une semaine de congé dans l'année, je suis content, mais mon argent, je l'ai gagné. » Voilà. Et je l'ai gagné parce que je prends des risques et parce que je risque tout. Et avoir des gens qui vous disent « ah bah donc tu dois aux autres, à ceux qui n'ont pas pris de risques, ceux qui bossent beaucoup moins, tu vas leur payer parce que tu es un salaud et un profiteur. » Ben, vous allez voir, les gens vont se barrer. Tous les créateurs d'emplois de ce pays vont se barrer. Ne manquez pas la vidéo patrimoine que je fais sur l'imposition à venir des expatriés. Je vous en parle dès aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment partir à l'étranger et comment éviter le pire, je vous donne quelques premiers conseils et je vous annonce surtout les évolutions que les trotskistes ont prévues pour vous emprisonner en France, puisque les trotskistes sont non seulement des voleurs, mais en plus des tyrans et des totalitaires, puisqu'ils veulent transformer ce pays en une prison fiscale. Et donc, l'arrivée d'une Lucie Castet qui a annoncé 150 milliards d'impôts en plus. Rappelons qu'en France, les levées fiscales, c'est à peu près 300 milliards pour l'État et 700 ou 800 milliards pour la sécurité sociale. Là, on est sur donc, une augmentation massive des impôts. Rappelons que François Hollande, lorsqu'il est arrivé, a pratiqué 30 milliards d'augmentation d'impôts. Là, on serait dès l'an prochain à 50 milliards d'augmentation d'impôts, dans un pays qui est déjà plombé par les impôts et dans un pays qui ne crée plus d'emplois ou qui a du mal à créer de l'emploi parce que, je l'ai dit, recruter, c'est le cauchemar du patron. Et c'est le début des emmerdes. Et donc, il faut qu'une Lucie Castet arrive parce qu'elle va mettre ce pays à genoux. Elle va provoquer l'exode des forces vives et elle va, en gros, transformer la France en une prison pour fonctionnaires et pour chômeurs, ou pour salariés à 35 heures qui trouvent que c'est beaucoup trop. Et ça, c'est nécessaire parce que ce pays va s'effondrer. Alors il va s'effondrer dans un deuxième temps, parce que donc, dans un premier temps, nous allons avoir l'idéologie de la bonne conscience bourgeoise énarque au pouvoir, qui va nous expliquer qu'avec eux, enfin, on va voir comment fonctionne le monde, et qu'on va recevoir des leçons de morale sur eux, ils vont faire la justice, la redistribution des richesses, tout un tas de conneries, en oubliant évidemment de dire que les fonctionnaires, bon, ils ont un régime de retraite on ne va pas y toucher, hein, on va en revanche faire chier ceux qui ne demandent rien à personne. Et donc, toutes ces leçons de morale, nous allons les recevoir et nous allons avoir une ligne trotskiste digne de la Russie de 1917. Et comme en Russie en 1917, nous allons avoir très vite les troubles qui vont se produire. Et c'est ça que nous devons rechercher, c'est que le système doit se bloquer. Il va y avoir un exode massif des gens qui bossent. La France ne va garder que les plus avachis et donc va se vider encore un peu plus de son énergie vitale et nous allons avoir des troubles sociaux parce que ceux qui ne pourront pas partir ne vont pas se laisser faire exactement comme au moment du pass sanitaire. Et nous allons avoir d'une façon ou d'une autre une perte terrible de crédibilité de la France parce que ce système où on va augmenter les impôts pour financer plus de dépenses publiques, va en réalité baisser les recettes fiscales, parce que c'est la fameuse courbe de l'affaire. Il y a un moment donné où trop d'impôts tue l'impôt. Et donc on va s'apercevoir que l'État dépense de plus en plus et qu'il récolte de moins en moins d'argent. Et que comme dans la Russie de Staline, eh bien, les gens ne produiront plus parce qu'ils vont se dire à quoi ça sert de produire, puisque l'État va tout me prendre. Et donc ces gens vont ruiner la France en quelques semaines, quelques mois. Et surtout, il va y avoir une perte de confiance des marchés. Et donc la France n'arrivera plus à trouver d'argent pour financer ses dépenses colossales et pour financer ses déficits extraordinaires. Et donc nous allons vivre des situations où, là où aujourd'hui nous y arrivons parce que les banques étrangères ou les financiers étrangers prêtent encore de l'argent à la France en se disant ils rembourseront, et bien là il y aura une telle prise de risque que plus personne ne prêtera, par exemple aux banques chargées. J'ai fait des vidéos, des articles sur ce sujet. Chaque mois il faut sortir 9 milliards pour payer les retraites dans ce pays. Et bien aujourd'hui ces 9 milliards sont financés par des découverts bancaires qui sont d'une façon ou d'une autre couverts par des prêteurs internationaux. Et bien là nous ne les trouverons plus et un jour on va se réveiller et on va dire ah on n'a pas trouvé
trouver d'argent pour payer les retraites. Il n'y avait pas 9 milliards dans les caisses de la banque et il manquait une couverture de 5 milliards, il manquait une avance de 5 milliards et personne n'a voulu faire cette avance de 5 milliards à la France. Donc on n'a pas les moyens de payer les retraites ou alors on n'en paye que la moitié ce mois-ci. Et ce jour-là, ce sera douloureux, je vous le concède, mais les gens seront dans la rue. Et Lucie Castet, les trotskistes qui l'entourent seront balayés et c'est ce qu'il nous faut. C'est à partir de ce jour-là qu'on va commencer à reconstruire. Et on devra reconstruire de façon assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'argent. On aura créé une machine bureaucratique qui consomme de l'argent à tout berzingue, qui ne vit que sur de l'endettement et plus personne ne prêtera d'argent aux Français. Alors il y aura une phase 3 qui nous est déjà annoncée, qui a été esquissée par Sandrine Rousseau, c'est on a une dette qu'on ne peut plus rembourser, on va piquer l'épargne des Français. Et là aussi, il va falloir aller expliquer à votre boulanger, à votre chauffeur de taxi, à votre plombier, qu'il a épargné toute sa vie pour avoir un droit à une retraite, parce que la retraite des indépendants, ce n'est rien, et on va s'apercevoir qu'on pique le pognon de tous les mecs qui ont bossé, qui n'ont pas de retraite. Et on va se trouver dans une situation sociale absolument dramatique. On va se trouver dans une situation où les gens vont se dire « mais pourquoi j'ai bossé pour me payer ma maison ? Pourquoi je me suis endetté pendant des années pour payer ma maison, pour avoir mon contrat d'assurance vie, pour que finalement des mecs qui n'ont pas fait la moitié prennent tout et payent des fonctionnaires pour appliquer des règles absurdes. Et la moitié des fonctionnaires, il faut le dire, dans les bureaux, il faut arrêter de se raconter les choses. La moitié des fonctionnaires se livrent à des boulots qui ne servent à rien à longueur de journée. Et donc ce jour-là, on va se retrouver dans une situation critique, de révolte profonde et de ruine du pays. Cette ruine sera douloureuse, mais elle est nécessaire. Il est très probable qu'à cette occasion, la France soit obligée de sortir de la zone euro, parce que les Allemands n'accepteront pas l'effondrement français. Il y aura une crise spéculative sur l'euro en lui-même. Donc l'euro, les Allemands se sauveront en sortant la France de la zone euro. Et à ce moment-là, nous aurons une situation idéal, puisque nous aurons, comme le proposait Asselineau d'ailleurs, qui est un mec de gauche, un idéologue trotskiste, qui dit pas son nom exactement comme Lucie Castet, eh bien nous devrons produire une monnaie, faire tourner la planche à billets, et il y aura une hyperinflation, exactement comme pendant la crise des assignats sous la Révolution française. Et il y aura un désespoir général, et donc le régime s'effondrera. Nous mettrons 10 ans à reconstruire une société saine. Comme il n'y aura plus d'argent pour financer des dépenses publiques insanes, eh bien, on devra accepter une société horizontale, une société fondée sur l'ordre spontané. Il n'y aura plus d'argent que pour la police, que pour l'armée, que pour le fisc, que pour la justice, que pour la diplomatie sans doute, mais toutes les conneries qu'on voit d'intervention de l'État dans tous les sens, où l'État fait moins bien que les autres, eh bien ça s'arrêtera. On aura probablement encore, comme en Argentine, des réseaux électriques, réseaux ferrés qui seront gérés par l'État. L'exploitation sera probablement privatisée chaque fois que c'est plus efficace que le monopole public. Et pour le reste, l'État arrêtera d'intervenir dans la vie économique et de se mêler, de mieux organiser le marché, paraît-il, que le marché lui-même. Voilà, c'est un moment douloureux. Ce seront 10 ans de chaos, ce seront 10 ans de violence politique, de tension dans la société française, mais ces 10 ans sont indispensables pour pouvoir reconstruire un pays qui aura la tête haute, les mains propres et qui aura un avenir devant lui et qui offrira enfin des perspectives à ses enfants. Aujourd'hui, moi je vois des tas de jeunes qui se disent mais moi mon avenir c'est le chômage, ou mon avenir c'est j'ai pas fait une grande école, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENA parce que je ne suis pas né dans les bons quartiers de ce pays et donc mon avenir c'est d'être au mieux un jour cadre moyen dans une entreprise, mais ce sera plus facile pour moi aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France. Eh bien ça, il faut en sortir. Pour déboucher des perspectives pour nos jeunes, pour nos enfants, il faut casser la machine. Et la meilleure façon de casser la machine, c'est d'avoir maintenant un gouvernement trotskiste. C'est pourquoi je considère que l'étape indispensable pour la libération de la France, c'est le passage par la folie trotsko qu'on nous sert. Et donc j'invite Emmanuel Macron à nommer Lucie Castet Premier ministre de ce pays.